le changement de nom de la ville et des rues et de toutes les villes qui ont une connotation coloniale a été décidé par le congrès constitutif du MNRCS. Ce congrès qui a enterré le RDA pour constituer le MNRCS a décidé dans ses résolutions, comme nous sommes dans une phase de révolution culturelle, d'abandonner tous les noms de personnes, des villes, des rues qui ont une connotation étrangère et particulièrement coloniale. Et c'est comme ça que pour la ville de Fort-Lamy, j'ai réuni donc le conseil municipal composé de 27 personnes pour décider de changement. Et nous avons, la première réunion, le conseil a décidé de faire appel à aux habitants, aux vieux habitants de la ville, pour faire des propositions. Et demander aussi à la radio d'aller chez certaines personnes à la maison, comme Joseph Brahim Saïd, le vieux Yakouma et autres. Il faut les voir quelles propositions ils ont pour cette ville-là. Ils ont vu une dizaine de personnes. Et les gens ont écrit directement à la radio pour des propositions énormes. On a rassemblé à peu près 7 à la réunion, à la deuxième réunion du conseil. Il y a Trob Marago, il y a Djambal Bahar, il y a Gozator, il y a N'Djamena, il y a Amarna, il y a... finalement, je leur ai dit, bon, c'est simple. Comme nous n'arrivons pas nous entendre, il faut qu'on prenne les 3 noms-là, on le propose au conseil exécutif du MNRCS. Comme ça, ils vont le trancher. Et moi, je suis membre du conseil exécutif du MNRCS. Là encore, je tiens à saluer la mémoire de tous les membres de ce conseil-là. Nous étions 11, y compris le président Tombal Bay. Je suis laissé rester. Je ne sais pas quand est-ce que je vais les suivre. Et donc, on a amené les 3 là-bas. Et moi, je tenais à N'Djamena parce que, pour moi, c'est que, comme on dit en arabe, N'Djamomen Issamana Nasara. Et donc, j'ai beaucoup insisté sur ça. Et finalement, le conseil a retenu N'Djamena. Le lendemain, N'Djamena, on écrivait N'Djamena directement, DJ, ça N. La radio est venue me trouver, j'ai donné le nom, avec épelé les lettres, et ils sont allés le même jour voir Tombal Bay pour lui parler de ce deuxième sujet. En bon Sahara, ça c'est les Manyangaï, toujours ils ont cette... ils disent N'Djamena. Donc, on a mis NN avec encore apostrophe. Et ça, c'était vraiment... Et entre-temps, j'avais écrit à tous les ministères de changer leur cachet avec le nom de N'Djamena, avec DJ. Donc, on était obligé de reprendre encore, enlever la virgule et laisser seulement N'Djamena. Bon, beaucoup de gens ont contesté quand ils ont écouté comment j'ai épelé et comment par la suite a été écrit. C'était vraiment... Il y a eu des gens quand même qui ont contesté, mais cela a passé. On devrait organiser, sur la demande de BBC, la radio britannique là, ils nous ont demandé d'organiser un baptême, un grand baptême où les journaux étrangers seraient là, tout ça. Mais j'ai trouvé que ce n'était pas possible dans la mesure où, le même jour, il y avait la conférence de l'Union africaine, ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque, OUA, à Rabat. Et notre ministre des Affaires étrangères, Baba Hassan, qui après a annoncé déjà le nom à la conférence. Et donc, je dis, bon, c'était inutile encore de faire un baptême. Et voilà les conditions dans lesquelles N'Djamena a été nommé. Après le coup d'État, je suis arrêté. Je suis placé dans une cellule seule. Et j'ai fait 4 mois dans une cellule, à l'autre
au camp Koufra à l'époque. C'était une cellule, en fait, on met là les militaires indisciplinés, une cellule individuelle. C'était très dur. Et après, Maloum est venu me voir à la cellule. Parce que, en fait, si constitutionnellement, le président de l'Assemblée est la deuxième personnalité constitutionnelle, pratiquement, les gens voyaient au maire, compte tenu de la proximité que j'avais avec Tombal Bay, les gens voyaient en moi comme la deuxième personnalité. Or, cette proximité de Tombal Bay est tout simplement dictée par sa volonté de tourner une politique vers les pays arabes, et étant arabophone, et ayant servi au Soudan, donc j'étais une sorte de tremplin pour faire cette politique. Et là, on a vraiment réussi à faire une grande tournée dans les pays arabes. En tout cas, donc les militaires me craignaient beaucoup. Et je me rappelle encore les officiers qui viennent de dehors, viennent me voir, ils ne me connaissent pas. Donc, on ouvre juste la porte pour me regarder, et puis ils se retirent, ils partent. Les militaires qu'on a arrêtés pour 24 autres ans, ils ont écrit devant ma porte, musée. Donc, après, j'étais déplacé à la gendarmerie. Là encore, j'ai fait 3-4 mois. Et on m'a déporté à Benoît, dans le sud. J'ai fait encore 4-5 mois. Et j'étais très malade. Le ministre de l'Intérieur, le commandant, bon, le nom ne me vient pas, il m'a ramené à N'Djamena, puis on m'a envoyé à Ngouri. Chaque fois que quelqu'un sache où je suis, on me déplaçait. Mais jamais j'étais entendu par quelqu'un, non. Jamais, ni la justice, ni personne. Tout ce qu'il y a, c'est que je dois comprendre que j'avais également à l'époque beaucoup de proximité ou de relations avec les dirigeants libyens. Comme l'a écrit Lionel Touze, l'ambassadeur de France à l'époque, dans son livre 376 jours à N'Djamena, il a écrit Mama Djarma, le maire, grand musulman, très ami aux Libyens. Ah non, oui, un politique crapule, très ami aux Libyens. Ça, c'est l'ambassadeur Touze, et dans son livre 376 jours au Tchad. En tout cas, donc, il y a cet aspect-là également qui faisait un peu craindre les militaires. Ils se méfiaient de tous les hommes politiques. Et c'est comme ça que, lorsque une délégation française des militaires est venue leur proposer que le Tchad est un pays très difficile, il fallait faire appel à des civils, comme Lamana, comme Diguemba et Georges. Ils leur ont proposé les deux personnes-là pour les aider vraiment à réussir. Sinon, le pays est très compliqué. Dès que la délégation... Et au courant de justement de cette visite-là, il y avait aussi Chirac, qui était Premier ministre, qui était venu également au Tchad, et il a demandé de moi. Puisqu'il était, avant d'être Premier ministre, il était maire à Paris, et donc on avait de contacts. Et le fait que Chirac demande de moi, le fait que les autres disent Diguemba et là, tout ça, ça les a... Moi, donc, on m'a pris N'Djamena, on m'a amené correctement au Lyon, là-bas, pour que les gens savent là où je suis. Et ils ont monté une histoire rocambolesque contre Lamana et Diguemba pour les mettre en prison, pour dire qu'ils ont détourné combien de milliards. Alors que tout le budget du Tchad était de 13 milliards. Comment ils peuvent trouver... Donc, et là encore, ils n'ont pas pu les juger parce que c'était un faux. Donc, on m'a rien reproché. Par contre, à la conférence, plutôt à la réunion de réconciliation, ou bien d'accord entre les CCFAN et le conseil militaire français tchadien à l'époque, dirigé par Maloum, à Khartoum,
le CCFAN avait demandé la libération des détenus politiques. Et c'est comme ça que nous étions libérés. Et est venu, il est devenu le Premier ministre. Il a envoyé nous chercher. Nous étions 4 ou 5 présents en N'Djamena. Parmi les libérés là, il y avait Abonassour, Adam Thierry, Ali Kosso, Jim Togo, il y avait quelqu'un d'autre, Charles Bakouré et moi. Il nous a dit, vous êtes une école, nous avons fait des études, comment dirais, mais la pratique c'est vous. Et donc aidez-nous à réussir ce gouvernement-là. Et avant de partir, ils m'ont chargé moi de parler à leur nom. Donc je lui ai remercié de nous avoir fait cet honneur, mais que nous venons de quitter la prison après 3 ans. On n'est pas disposé à agir dans des postes de responsabilité. Peut-être sauf Djuma Togo, qui est encore plus jeune, peut exercer. Parce que nous sommes concertés, tous ont dit qu'ils ne sont pas prêts à travailler avec eux. Donc Djuma Togo a dit non, moi je ne peux pas travailler. Donc j'ai dit, sauf Djima, nous autres ne pouvons pas travailler, mais à tout moment, si vous avez besoin de nos conseils, vous pouvez nous appeler. Et 5-6 jours après, il me convoque seul. Et en présence d'une quinzaine de personnes, parmi lesquelles le seul vivant que je connais, c'est Maman Nouri, était ministre de l'Intérieur. Et il me parlait en Goran avec son directeur de cabinet, Ali Tahir, qui traduisait. J'étais très choqué. J'étais choqué parce que il parle arabe, moi je parle arabe, il parle français, je parle français. Il n'a pas besoin de me parler en Goran pour qu'on me traduise. Il me dit, je sais que Maloum t'a appelé, tu as refusé d'aller le voir. Donc j'ai compris tout de suite d'où ça venait. Puisque son ministre de la Justice avait proximité également avec Maloum, c'était Abdelrahman Moussa. Effectivement, c'est Abdelrahman qui m'a dit que Maloum a besoin de te voir. Moi j'ai dit non, Maloum m'a mis en prison. Pour la simple raison que peut-être j'étais musulman. Pourquoi il me met en prison alors que tous les membres du conseil exécutif qui sont dessus n'ont pas été mis en prison? Ce que ça veut dire. Et donc, il est encore chef d'État, il peut me remettre en prison. Mais moi, aller discuter avec lui, je ne vais pas. Et donc, quand il a appris ça, il m'a dit, bon, je sais que madame t'a appelé, tu as refusé de partir, on a besoin que tu nous aides. Et donc, c'est pour cette raison que je t'appelle. Mais je te charge également d'aller dire à telle personne, il m'a cité 5 personnes entre politiques et commerçants, pour leur dire que nous sommes capables de faire ce que nous avions fait en brousse, on est capable de le faire en ville. Et lorsque les armes vont crépiter avec les maloums, qu'ils prennent leurs armes, qu'ils se mettent de l'autre côté. J'étais frustré, très frustré, de 2 choses. 1, il me parlait en Goran avec traduction. 2, il me charge d'aller dire aux gens des choses vraiment inadmissibles. J'ai dit, mais je n'ai aucun titre pour aller leur communiquer cela. Et vous avez votre directeur de cabinet qui est là, Ali Tahir, vous avez le ministre de l'Intérieur, ils sont plus indiqués pour faire cette mission. Il dit non, je parle en tant que Premier ministre, je sais ce que je fais. Je dis bon, dans ce cas-là, je vais les écouter, je vais leur transmettre, mais il faut que par la suite, le ministre de l'Intérieur les rencontre pour leur affaire. Il a dit coordonner avec lui. Je suis parti. Je suis venu dire à Lamana, un grand ami, moi je viens de passer à un conseil de guerre et je n'aimerais pas passer une 2e fois. Et je suis parti voir un ami, Chafaddin, pour dire, bon, demain on va à Béché, et je vais dire au revoir à ma famille, parce que quand j'ai quitté la prison, j'ai envoyé toute ma famille, ma femme avec 2 enfants à Béché. J'ai dit, je vais leur dire au revoir parce que je quitte le Tchad. Et donc, je suis parti à Béché, je suis revenu, je suis allé voir Nouri pour lui dire, bon, je vais contacter tout le monde, et
on peut fixer nous un délai pour le... Il dit, bon, dans 2 jours. Or, moi, c'était pour moi une façon de partir sans problème. Parce que si on m'arrêtait au passage, parce qu'à l'époque, il y avait seulement le bac qui traverse le Chari, et si on m'arrêtait, non, j'ai un rendez-vous demain avec le ministre de l'Intérieur. Je vais accoucher et je reviens. Je suis venu au bac, j'ai laissé ma voiture. Dieu merci, j'ai trouvé un cousin qui rentre, qui est chauffeur de camion. J'ai dit, bon, t'emmènes cette voiture-là chez Fadine. Et moi, j'ai traversé. Et c'est comme ça que je suis allé jusqu'en Libye trouver asile, avec lesquels nous étions déjà membres du Frolina. Quand j'étais maire, on avait des contacts avec le mouvement, parce que avant d'être maire, j'étais à Khartoum, et donc j'avais beaucoup de rapports avec les gens de Frolina. Et donc c'est comme ça que ça s'est développé. Très peu de gens savent l'histoire du CDR. En fait, le Conseil démocratique révolutionnaire était un conseil qui devait regrouper l'ensemble de la première armée, y compris le Mohamed Abbal et tout ça là. Et après la bataille de N'Djamena entre Maloum et Zinabré, l'OUA a intervenu pour organiser une rencontre à Kano, qu'on appelle le Kano 1, pour trouver une solution. Arrivé à Kano 1, Maloum a démissionné, il a mis Kamougué à sa place. Et les pays voisins ont trouvé qu'ils n'ont pas leur compte. Parce que tous les pays, les 6 pays voisins étaient présents. Ils ont dit non, il y a des gens il y a des mouvements qui ne sont pas là. Il faut qu'ils soient présents pour que la réconciliation soit globale. Bon, on met pour 1 mois le président Gokoni comme président du Conseil d'État, et dans 1 mois, on va se retrouver. Et entre-temps, donc, ils ont mobilisé Assil pour dire vite, il faut agir sur le terrain pour prouver qu'il y a une force réelle. Parce que les Gokoni ont dit il n'y a personne qui a une force sur le terrain. La conduite de la transition va en dents de scie, à mon avis. Dans la mesure où beaucoup de dispositions ont été franchement mal prises. Et quelque chose, quand le départ est mal fait, il faut s'attendre à d'énormes difficultés pour y réussir. La transition dès le départ a fait des faux pas en réalité. Il y a des choses qui nécessitent de concertation avant les décisions, ça n'a pas été fait. Il y a des choses devant lesquelles on doit prendre des décisions, même sans concertation, et ça s'est fait avec concertation. Et donc, cela a conduit actuellement à une sorte de subterfuge et de plusieurs rencontres d'idées contradictoires, ce qui est sain d'ailleurs dans une société, mais la contradiction, lorsque elle n'est pas basée sur une réflexion réelle, elle pose toujours problème. Donc, les exigences des uns, et certaines exigences, on a l'impression que c'est vraiment, je m'excuse du terme, mais c'est un peu estudiantin. Et au départ, cela a été aussi rencontré avec force, avec brutalité. Ça a été encore une erreur. Des rectifications sont en train de se faire. On remarque que dernièrement, les manifestations pacifiques peuvent se faire sans gêne. Et ça, c'était un grand pas. Si dès le départ, cela a été adopté comme attitude, je crois que ça aurait pu faciliter énormément de choses. Et comme je le disais tout à l'heure, la première condition d'une réussite ou d'un Tchad futur, c'est assurer l'unité des Tchadiens autour d'un certain nombre de principes.
De deux, assurer la réconciliation, mais au prix de désengagement de plusieurs positions qui sont considérées comme étant un droit acquis. Et il ne peut pas être un droit acquis tant que ça constitue une injustice par rapport aux autres. Donc, si on est en mesure de dépasser ces limites-là, on peut encore prétendre à des solutions. Cette histoire des partis, 200 partis, cette histoire des associations, 500 non, c'est des trucs d'individus. À la conférence nationale à l'époque, il y avait on avait prévu que chaque parti aurait 8 membres de délégation. Il y a certains candidats qui sont chefs de parti, ils n'ont pas eu la voix de leur propre délégation. Ils sont 8 avec le chef, et ils ont eu 2 ou 3 voix. Donc ce qui fait que même leurs propres membres de délégation n'ont pas voté pour eux. Et ceci est aujourd'hui encore pire. Donc cette histoire-là, là encore, il y a des solutions. Il faut absolument revenir carrément en arrière pour bâtir cette histoire de dire qu'une démocratie intégrale, c'est quoi? C'est quoi la démocratie intégrale? Ceux qui nous ont transmis, ils ont actuellement de gros problèmes avec leur démocratie. Que ce soit aux États-Unis, on a vu ce qui s'est passé au Copol, comment on appelle ça là? Copol, à leur al Capitole, justement, et on voit aujourd'hui ce qui se passe en France et en d'autres. Donc, je crois qu'il faut que les Tchadiens soient capables de redéfinir la démocratie. Et surtout, s'appuyer sur les libertés. Le problème se pose beaucoup plus en termes de liberté qu'en termes de démocratie. Si les libertés individuelles et les libertés collectives sont bien définies, je crois qu'on trouvera une formule. Bon, on en a des formules qui peuvent être vraiment acceptées de tous, mais il faut nécessairement passer par cela. Mais si on continue avec 200 partis, 500 associations et autres là, non, il n'y a pas de Tchad. Il y aura 500 Tchad, 500... Je me rappelle une fois dans une réunion du conseil exécutif du MNSS, j'ai eu un peu de discussion avec Djingar Donongardoum. Et c'était vraiment chaud. Il disait, on voit toutes les semaines de 504-9 qui sortent du Mardien d'Afak. On ne sait pas d'où ça vient. Moi, j'ai rétorqué pour dire nos citoyens, il y en a qui ont choisi d'être dans la fonction publique, d'autres ont choisi d'être commerçants. Donc, je crois que c'est là la différence. Donc, là, intervient pour dire, écoutez avec vos histoires-là. Nous, au Monchari, on regarde vers la Centrafrique. Les Kosso, là, ils regardent vers le Nigeria et vers le Niger. Vous, là, qui a cité, vous regardez vers la Libye. Les Djem, là, regardent vers le Soudan. Vous, le tiers, là, vous êtes au centre. Si vous tenez au Tchad, il y aura un Tchad. Mais vous aussi, avec vos cheveux crépus, là, vous tuez la panthère pour la vendre aux Daïens. Donc, moi, je pense qu'il faut faire attention. On risque d'avoir autant de Tchad si nous ne faisons pas attention. Et maintenant, on a autant de Tchad. On a commencé à avoir autant de Tchad à Laos, avec le 11 tendance. Et maintenant, on est 53 à Doha. Demain, je ne sais pas, on sera combien.